Bonjour Mathieu Bonnefond. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre national des arts et métiers, le CNAM. Ouais. Conservatoire. Conservatoire, j'ai dit quoi? J'ai dit Centre national. Oui, souvent. Oui, c'est la danse contemporaine, ça. Voilà. C'est autre chose, c'est une autre approche, pardon. Excusez-moi. Et vous êtes le co-directeur de la zone Atelier Loire avec Nicolas Leguet, c'est bien ça? Tout à fait. De l'Institut national de sciences appliquées Centre-Val de Loire. Oui, lui, en tout cas. Lui, c'est ça. Pas moi. À vos Et côtés, du on retrouve Ninon Bardet. Rebonjour, notre couteau suisse. C'est moi. Et ingénieur culturel. Et Bruno Marmiroli qui nous accueille aujourd'hui, donc le directeur de la mission Val-de-Loire. Bonjour. Merci de votre accueil. De rien. Pour un exercice qui n'est pas très très simple, c'est celui de conclure et de se projeter. Finalement, en partant peut-être quand même d'une réalité qui est celle de la zone Atelier Loire. Mathieu Bonnefond, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que cette zone Atelier Loire et pourquoi ça a quand même pas mal de sens qu'elle intervienne, que vous interveniez maintenant en fin de journée, on va dire. Alors, c'est un dispositif du CNRS, donc avec une labellisation CNRS, qui implique une quinzaine d'équipes de recherche sur le bassin de la Loire, donc de plusieurs universités et établissements. Et on travaille de manière pluridisciplinaire donc, sur la Loire à l'échelle du bassin. Et c'est un peu l'originalité de ce dispositif. Alors, il existe 15 zones ateliers en France et même dans les territoires ultramarins, voire à l'étranger. Et ces dispositifs ont pour vocation à la fois d'organiser, de structurer la recherche pluridisciplinaire autour de l'observation des socio-écosystèmes, un gros mot, je pourrais y revenir dessus, dans le temps long. L'idée, c'est de pérenniser ces observations. On parle de long terme ici, donc vraiment, voilà, c'est vraiment un des enjeux très très forts. Et puis également dans une perspective dite transdisciplinaire, c'est-à-dire d'aller vers la société civile, vers les acteurs, de nouer des partenariats et de co-construire la recherche. Une recherche qui a une finalité, alors pour l'action, mais également qui peut aussi avoir d'autres finalités pour alimenter par exemple les arts. Alors on n'est pas trop sur la zone Atelier Loire aller vers ce champ-là, mais d'autres zones ateliers ont fait cette démarche. Donc pourquoi pas nous? En tout cas, il y a une réflexion sur la transdisciplinarité. Et donc notre objet, c'est la Loire et son bassin versant. Donc c'est vraiment sur l'ensemble du bassin versant. Je vous pose la question à raison parce qu'il en a peu été question en fait de cette question de bassin versant. Alors il y a le périmètre de la mission, on est bien d'accord, qui va de Bruno, rappelez-nous ça. De Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire. Voilà. 300 km, 4 départements, 2 régions. Mais c'est vrai que la grande remontée, c'était Saint-Jean-de-Boiseau, Orléans. Et tout ce qui se passe à l'amont, on en a peu parlé cet après-midi. Et c'est sans doute un des enjeux aussi de la zone Atelier Loire, d'aller rayonner sur l'ensemble du territoire du bassin versant. Complètement. Alors nous, on a une limitation en termes de ressources, des ressources humaines limitées. Mais effectivement, on a alors, un autre gros mot, plateforme. On a une plateforme qui comprend plusieurs sites dits de tête de bassin. Donc l'objectif, c'est d'avoir des sites instrumentés, des sites qui sont suivis, de façon à renseigner un certain nombre de dynamiques dans les têtes de bassin et dans toute leur diversité. C'est-à-dire en contexte d'agriculture intensive, en contexte d'élevage, sur des sites naturels, en contexte forestier par exemple, ou en contexte même périurbain. Et donc ça, c'est une des composantes. Et puis bien sûr, on s'intéresse à la Loire elle-même et à ses principaux affluents. Et là aussi, on a une autre plateforme avec d'autres sites instrumentés. Et on pourra revenir derrière sur la photo, puisque c'est un des sites de cette plateforme qui s'appelle Grand Cours d'eau. Alors peut-être avant de revenir sur cette photo, vous avez cité un premier gros mot tout à l'heure. Je ne sais plus lequel c'était. Socio-écosystème. Socio-écosystème. Oui. Alors, Quesaco. Alors, Quesaco, c'est la rencontre finalement d'une approche écosystémique avec des approches sociales. L'objectif de cette conception des services écosystémiques, c'est de bien appréhender l'ensemble des interactions finalement société, on va dire, les processus écologiques, de manière finalement équilibrée, donc autour finalement de l'analyse du fonctionnement des sociétés en interaction avec les écosystèmes et inversement les effets de un certain nombre de processus écosystémiques donc sur les dynamiques sociales.
D'où la transdisciplinarité, autre gros mot. Alors, voilà, alors si on transdisciplinarité. Alors, moi, j'aime bien le terme de distinguer pluridisciplinarité de transdisciplinarité. Donc, nous, on travaille en pluridisciplinarité. Donc, là, on est dans le champ scientifique. Pluridisciplinaire, on mobilise plusieurs approches scientifiques. Donc, les géosciences, on va s'intéresser à la biotique, l'écologie, donc plutôt aux biotiques. Et puis après, on a le champ des sciences humaines et sociales, où on va s'intéresser justement au fonctionnement des sociétés et du coup en interaction avec les écosystèmes. Donc ça, c'est la pluridisciplinarité. Chaque discipline, finalement, a ses propres canons. Et on va essayer de faire dialoguer ces disciplines pour produire de la recherche collective sur des questions communes. La transdisciplinarité, on va transcender finalement ces disciplines pour dialoguer avec la société civile, avec les acteurs, et donc on va sortir finalement la science de son périmètre pour aller vers la société. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous parlez de la société civile et des implications avec le politique et la société civile, et c'est une manière aussi de concerner les habitants du bassin versant sur lequel vous travaillez. C'est tout l'enjeu aussi, comment les travaux qu'on mène à l'échelon des équipes de recherche, on les fait rayonner sur les territoires et disséminer sur le territoire. Oui, alors c'est là où on est très mauvais, je veux dire, pardon. Excusez-moi du lapsus, on est très mauvais. Par contre, souvent on passe par des médiateurs, j'allais dire, par exemple des associations, et notamment on a des partenariats, associations ou collectivités territoriales particulières, par exemple la mission Val-de-Loire. Donc on a des partenariats qui, eux, vont plutôt pouvoir se saisir finalement de certains produits de la recherche et éventuellement le proposer aux habitants, aux riverains en tout cas à ce niveau-là. Mais également à l'occasion de certains projets, on le voit sur l'image derrière, on peut être amené à communiquer sur les résultats de la recherche dans l'environnement proche du projet. Alors on est où là en alors l'occurrence? Donc là on est sur les îlots Marot, donc dans le cadre au niveau de la réserve naturelle de Saint-Mémin. Donc on est dans une réserve naturelle, on est sur une île, donc il a fallu y accéder. Donc il a fallu, donc ça c'est pas moi, c'est Marc Villard qui est en train de parler, qui a organisé ces portes ouvertes. Donc il a fallu y accéder, donc autoriser l'accès déjà, c'est une réserve naturelle, proposer un accès pour les personnes, donc un ponton. À un moment donné, pour ne pas déranger aussi les non-humains de la réserve, et proposer du coup in situ aux habitants, et puis à un certain nombre d'acteurs locaux et aux autres chercheurs de la zone Atelier Loire d'ailleurs, les résultats de cette recherche, mais sur site. Donc en incarnant finalement directement, en expliquant les dispositifs, les résultats, directement sur site, ce qui permet de mieux s'approprier quelque part les choses. Et puis l'objectif aussi de ces travaux-là. Il y avait Stéphane Rodriguez tout à l'heure, qui a été un des grands acteurs du projet qui est présenté ici, qui s'appelait BioMaro. Alors avant de laisser la parole à Bruno, qui est un de vos partenaires, Bruno Marmiroli, avec la mission Val-de-Loire, est-ce que tu peux nous dire comment, du point de vue de la zone Atelier Loire, vous considérez toutes ces initiatives du Parlement de Loire, de la Grande Remontée, de toutes ces actions qui sont menées, ou de Loire Sentinelle dont on vient de parler, qui sont d'autres tentatives transversales finalement. Comment vous les considérez, vous, du point de vue de la zone Atelier Loire? Avec bienveillance et humilité. On est on est sollicité dans ce cadre-là, et donc les chercheurs de la zone Atelier Loire, et puis d'autres chercheurs d'ailleurs, parce qu'on n'a pas cette vocation à couvrir non plus toutes les recherches sur la Loire, mais on est sollicité, et j'avoue que c'est des moments d'échange importants pour nous, parce que déjà c'est un feedback sur la perception de la recherche. Nous, on s'aperçoit aussi à cette occasion-là qu'on n'est pas les seuls détenteurs, bon, on le sait quand même, hein, parce qu'avec la pratique, on commence à le savoir, du savoir, qu'il y a aussi d'autres formes de savoir, et que ça, c'est important aussi de rentrer en discussion avec ces autres formes de savoir. On en a beaucoup parlé cet après-midi, mais voilà, je pense qu'on ne peut pas saisir l'ensemble, et c'est là où il faut être humble, l'ensemble des phénomènes uniquement au travers des dispositifs de recherche qu'on conduit, qui sont relativement lourds pour répondre à des questions ciblées, et qui a une dimension sensible, je dirais même intuitive, de la compréhension de ces processus.
qui est détenu par ceux qui sont au quotidien ou quasiment sur la Loire, et leur savoir qui s'est construit dans le temps par l'observation. Alors c'est d'autres façons d'observer. Il est tout autant légitime que le nôtre, et rentrer en dialogue avec ces gens-là, je pense c'est nécessaire et important pour construire ensemble finalement déjà un vocabulaire commun, parce qu'on ne parle pas forcément tout le temps de la même manière, de la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut dialoguer en évitant peut-être certains gros mots. Et finalement, on peut expliquer certains phénomènes qu'on observe de manière beaucoup plus simple et compréhensible par tout le monde. Et inversement, essayer d'intégrer la complexité qui nous est racontée, contée, aussi dans notre propre vocabulaire. Bruno, est-ce que le rôle de la mission Val-de-Loire, c'est une des missions de la mission Val-de-Loire, finalement, de servir aussi d'interface et de faire du lien sur les territoires entre les différents savoirs, entre les différentes personnes qui s'en saisissent, et de proposer des choses autour de ça? En tout cas, c'est la mission qu'on considère être effectivement la nôtre maintenant, ouais, pour toutes les raisons qu'a évoquées Mathieu, et parce qu'il y a un enjeu de société, clair. On est confronté à une forme d'urgence qui émet le récit, qui est détenteur du récit institutionnel, sur quoi il se fonde, comment il se transmet. Et fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour essayer de partager autre chose dans nos relations au territoire, dans nos concernements, je vais reprendre un peu le terme de Latour, dans nos attachements. Donc ce que vient de dire Mathieu sur la question de la recherche, et nous on est extrêmement attentifs, curieux, et même on est toujours très impressionné, parce qu'effectivement l'échange se crée, il n'y a pas eu grand chose, enfin les affinités étaient présentes, donc on n'a pas eu grand chose à faire pour se retrouver tous avec des envies communes, et puis inventer un territoire commun avec des étudiants, avec les enseignants, sur du terrain, avec des habitants, moi je vais me souvenir d'arpentage avec une vigneronne, avec vraiment du très concret qui parle depuis le sol, donc on va faire de la pédologie jusqu'au climat, mais en passant par tout un tas de sujets concrets, de savoir situé, de savoir d'habitants. Donc on va convoquer comme ça, et nous, notre travail, si on peut servir à ça, c'est formidable. Je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, mais de temps en temps... Il faut expérimenter, quoi. On expérimente, mais on expérimente avec un grand collectif bienveillant. Mathieu le disait, voilà, de la bienveillance et de l'humilité, ça marche assez bien. Et à cette condition-là, on réussit assez bien à rencontrer. Parce qu'il y a cet enjeu-là, en fait. Qu'est-ce qui se passe au moment de la rencontre? Ouais, c'est quoi la convention de la rencontre? Tu vois, est-ce que nous, on est des porteurs, parce que c'est ça, on hérite d'un récit institutionnel. La mission, elle se crée sur un socle institutionnel qui est extrêmement lourd. La valeur universelle exceptionnelle du Val-de-Loire. Une fois que vous avez dit ça, c'est assez dur à porter. Enfin, je ne le mets pas dans mon sac à dos, quoi. Donc, il faut construire autre chose. Et puis, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire. C'est insignifiant derrière. Et puis après, il faut essayer de savoir avec quoi on va quand même créer du collectif autour d'intérêts communs, pour ne pas dire de valeurs, mais au moins de sujets communs qui vont être travaillés. Et qui vont être travaillés chacun et chacune dans sa discipline. Est-ce que c'est pour ça que tu nous as choisi cette photo? On t'a demandé une photo de la grande remontée. J'ai choisi, oui. Non, mais j'ai choisi parce que j'ai trouvé que la grande remontée. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé, cette aventure assez hallucinante, hein, même avec à quelques mois de recul, ça reste complètement hallucinant comme histoire. Mais je trouvais que moi, ce qui m'a marqué profondément, c'est le collectif qui réussissait à se recomposer tous les soirs après une journée de navigation, sous des formats particulièrement alternatifs. On était là sur donc une berge de Loire à Montjean, et qui attirait une dizaine 50, 60, 70 personnes autour de sujets qu'on n'aurait jamais mis sur la table il y a 10 ans. Et en tout cas, on les aurait mis sur la table, on aurait été tout seul. Enfin, c'était une petite table ronde, on faisait pas un beau cercle. Et donc cette idée que tout d'un coup,
pour tout un tas de raisons qu'on pourrait évoquer, les gens se sentent concernés et aient des choses à dire. C'est pas simplement et que la parole circule et que le récit se construise et que le savoir finalement s'agrège. Voilà, la photo l'illustre assez bien. Un savoir situé, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire un collectif bigarré, les pieds dans le sable, qui se pose des questions communes sur un devenir commun et des modalités de cohabitation entre des humains, des non-humains, dans un cadre quand même relativement idyllique, je précise. Ça aide beaucoup. Montjean-sur-Loire, en l'occurrence. Sans doute un des plus beaux Montjean-sur-Loire, villages du hors monde. du périmètre. Hors du périmètre. En plus, ah oui, c'est un choix fort que tu as fait là. Ça veut dire que cette photo-là, tu l'as choisie aussi parce que tu y vois comme une forme de, pas d'aboutissement du tout, c'est sans doute le départ de quelque chose d'autre, mais de réussite, en tout cas dans l'entreprise de cette grande remontée et dans le travail qui est mené dans les autres instances et les autres projets depuis des années. Ça, c'est une forme de réussite. Oui, ça paraît bizarre à dire devant effectivement des gens en short, les pieds dans le sable, mais oui, pour nous, c'est une réussite, c'est sûr. Si on avait une image à conserver, c'est un point de départ, on va dire. À partir du moment où ce collectif-là a envie et fait la démonstration que ça fonctionne, alors évidemment, il y en aura d'autres plus grandes, plus ambitieuses, différentes, qui vont continuer de s'épandre à l'échelle du bassin versant, alors, loin de notre périmètre, hein, on va avoir du mal à le suivre. Mais oui, c'est sûr. En tout cas, on le prend comme ça. Dis non, qu'est-ce que ça t'évoque, cette photo ? Du sable. Ça m'évoque du sable. Ça m'évoque des longs moments à installer des chaises longues aussi. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment cette idée que, à un moment, on peut poser en fait sur la table des sujets qui sont complexes, qui mobilisent en fait des scientifiques qui vont délivrer aussi un petit peu des messages, des alertes. Et que quand on essaie de réunir aussi des Ligériens, des gens qui peuvent être assez éloignés de ces questionnements-là, bah, ça fonctionne quand même. En fait, c'est aussi une manière, certes, d'être humble et modeste, mais aussi de prendre en compte l'intelligence des gens à comprendre en fait, des sujets qui sont jugés comme difficiles, qui sont parfois confisqués par certains sachants, ou voilà, qui sont surtout dans des bouquins qu'on n'ouvre pas forcément. Là, c'était une manière aussi d'être, et c'est pas vulgaire, d'être très populaire, avec des sujets très complexes. Et on a eu des interventions d'habitants, justement, de Ligériens, qui étaient assez troublants, parce qu'ils interrogeaient des scientifiques avec, eux aussi, beaucoup de simplicité et d'humilité, mais avec énormément de concernement. Et cet investissement un peu généralisé, ça prouve en fait la réussite de ce dispositif-là, qui était vraiment d'aller à la rencontre. C'est-à-dire de ne pas rester dans des lieux fermés, un peu entre nous, entre guillemets, mais vraiment d'aller à la rencontre. Et ça, c'est pour nous. Alors quand on t'a dit Bruno Marmiroli a choisi une photo, t'as dit moi je vais en prendre 5. Ouais, Non, j'ai ça fait un s'est pas tout à fait passé photo. comme ça, mais on essaye de créer un petit peu de dissension et de zone de conflit. Donc tu nous as proposé 5 photos de ton côté. Je vous propose de faire cet exercice aussi avec Bruno et Mathieu, d'essayer de se projeter sur ce qui peut advenir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux, de différent en partant de ces photos-là que tu nous as choisies, parce qu'elles révèlent quelque chose. Si tu les as choisies, c'est pas un hasard. On commence avec celle-ci là qui se présente rapidement sur chaque photo évidemment, mais voilà. C'est drôle parce qu'elles font assez bien référence c'était pas prévu, mais aux interventions précédentes. Mais ça, c'est exactement ce qu'expliquait Bruno avec le récit, quoi. C'est-à-dire, celle-là, c'est vraiment la dichotomie. La maison brûle et on regarde ailleurs et on prend en photo, c'est instagrammable. Donc, on a le château, et puis juste avant, on a l'exposition sur les alertes de Loire. Donc c'est l'ironie un peu contemporaine entre la maison brûle et en fait, on regarde des belles images, quoi. Et je pense qu'avec la grande remontée, avec d'autres dispositifs, l'idée, c'était, on parle beaucoup de récits, mais c'était aussi de réinvestir la Loire avec un autre récit qui est celui de la circulation. Donc là, c'était la circulation des bateaux, des beaux bateaux, on l'a rappelé aujourd'hui, Étienne en parlait tout à l'heure, mais c'était aussi de se dire, en fait, le récit de la grande remontée avec ces bateaux, il est tellement puissant qu'il va peut-être en fait nous encourager à parler de la Loire autrement que les châteaux de la Loire. Après, la mission fait un travail formidable sur les patrimoines, notamment paysagers, depuis des décennies, donc on s'inscrit dans cette lignée-là, mais je trouve que la grande remontée, c'était aussi ça.
C'était se dire, bah voilà, on peut parler de la Loire, on invente un autre récit collectif ensemble avec des jeunes marinières et batelières, Roman l'a rappelé. Enfin, voilà, ça raconte autre chose et ça donne envie aussi de parler de la Loire, de la vivre différemment. Moi, je suis persuadée que ça va donner envie, en fait, à des petits qui attendaient les bateaux, là, de se mettre à la voile de Loire, quoi. Bruno, Mathieu, n'hésitez pas à réagir aussi si ça vous évoque quelque chose du point de vue de votre travail. Mathieu, Nous, c'est la perception, hein, et on en est là. Hein, c'est effectivement qu'est-ce que les paysages, quel est l'usage des paysages finalement, quelle en est la perception. Et on voit le château, mais il y a quand même un premier plan. Ils ne sont pas en train de prendre le château d'un autre point de vue, ils le prennent du point de vue où il y a un vis-à-vis entre le château et la Loire. Donc je pense que ça joue. Et on mobilise cette question des perceptions dans les travaux de sciences humaines et sociales. C'est un des petits champs des travaux en sciences humaines et sociales, mais c'est vrai que c'est quelque chose, par contre, qui parle assez rapidement. C'est-à-dire quand on a fait une restitution sur un travail sur les perceptions, ça parle aux gens. On peut même organiser des focus group, c'est-à-dire impliquer collectivement, donc c'est un dispositif de recherche qui permet de proposer un certain nombre de questions à un groupe représentatif à un endroit donné, puis nous d'en recueillir de l'information, mais au passage de voir un peu quel est le degré d'appropriation, quelles sont les images par exemple qui peuvent être sélectionnées. Et on peut retirer de l'information sur les perceptions. Et après, on peut rendre compte de ces perceptions. on avance sur les images. On n'est pas très en avance pour tout vous dire. Si on veut maintenir l'horaire, parce que le directeur de la mission Val-de-Loire nous a dit d'être très précis sur les horaires. Ninon ? Et bien là, c'est vraiment le peuple de Loire. Enfin, c'est très pompeux comme expression, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire ce que je disais, c'est-à-dire cette puissance un peu du récit de la grande remontée et de ces bateaux. C'est vraiment ça. C'est-à-dire les gens, ils venaient 3 heures avant pour attendre les bateaux. La question rituelle, c'est à quelle heure arrivent les bateaux, quoi. Donc il y avait vraiment ça. Et ça nous a permis de déployer derrière justement l'exposition, des temps d'échange. Et au final, voilà, entre guillemets, on s'est aussi fait plaisir avec cette grande remontée. Mais de voir ça, c'est extrêmement motivant. Parce que l'équipe de Loire Sentinelle l'a dit, l'équipe de la mission aussi. Ça a permis en fait de faire venir des gens sur des temps d'atelier, sur des temps d'échange et de partage d'une population qu'on voit pas sinon, qu'on voit pas dans des dispositifs art sciences ou qu'on voit pas dans des lieux d'art contemporain, enfin qui ne viennent pas. Là, ils venaient pour les bateaux et puis ils se laissaient prendre la main pour autre chose, quoi. Donc ça permet de sortir aussi d'un espèce d'entre-soi qui peut être un peu réducteur. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un peu la plus grande réussite en fait de la grande remontée, mais d'autres dispositifs aussi, c'est de commencer à sortir aussi d'un entre-soi. Ouais. Alors sur cette photo-là, pour moi, alors j'ai enfin compris la différence entre pluridisciplinarité et transdisciplinarité. Mais là, voilà, on a un chercheur, scientifique. On a un artiste, on a une juriste, on a un politique autour d'une table ronde comme on a ce soir là. Ben voilà, c'est aussi ça, quoi. C'est à un moment donné, on s'est aperçu que ces espaces d'échange et de croisement entre des disciplines différentes, des pratiques, des savoir-faire différents, c'était irremplaçable en fait. Ça provoque des questionnements, ça provoque des échanges sans fin et on n'a pas fini d'en avoir. Mais voilà, ça provoque vraiment du dialogue. Ça réveille en fait aussi. Julien en parlait tout à l'heure. Il aime beaucoup ce mot de révéler, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est aussi des passeurs qui permettent par un petit peu de moments de conflit entre eux parfois, mais de révéler aussi les attachements, comment on peut aller plus loin, et l'importance aussi d'avoir le politique là, c'est avec un grand P, mais souvent c'est des humains derrière, hein, mais c'était fondamental aussi dans le dispositif de la grande remontée, quoi. Bruno ? Mais juste sur cette photo en particulier, on voit Jean-François Bridet qui, lui, il nous a un peu ouvert les yeux sur la portée du symbolique. Lui, c'est un élu régional très engagé, très motivé, et qui nous a bien... et en fait, ces discours-là, ils servent aussi à nous outiller, à nous fournir des outils rhétoriques pour aller ensuite défendre des positions collectives.
Et c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que la question de la fabrique du récit, du langage, de la traduction, c'est un vrai enjeu finalement, la capacité de défendre des positions collectives. Jean-François, lui, l'a bien évoqué. Moi, j'étais toujours dubitatif sur la dimension symbolique d'un certain nombre d'actes. Et lui nous a éclairé en disant, mais moi, en tant qu'élu, j'ai besoin, ces symboles-là sont forts dans une enceinte d'élus, même si c'est pas du droit, même si c'est simplement un engagement. Cet engagement, à partir du moment où il est prononcé dans l'espace public, il nous engage malgré tout, et on se doit de le suivre. Donc cet échange-là nous a permis aussi de comprendre les cultures des différents modes d'expression. Et c'est assez vital, en fait, pour qu'on réussisse à se comprendre et puis à défendre des valeurs collectives. Tu parlais de s'outiller, mais il faut s'outiller pour aller parler aux politiques et pour aller parler au plus grand nombre. Donc ça, c'est pas forcément évident à construire, des outils qui vont pouvoir aller sur tous les terrains. Alors je pense qu'il y en a plusieurs, c'est pas les mêmes, mais c'est ce que disait Latour, il faut savoir changer de mode. On n'utilise pas le même mode d'expression dans l'enceinte de la conférence territoriale de ce matin, et puis ici, mais pour autant, il faut quand même qu'on soit un peu en confiance, qu'on ait confiance les uns avec les autres, qu'on soit dans une confiance réciproque. Parce que ces modes-là, effectivement, peuvent être pervertis par l'usage qu'on en fait. Et puis qu'on ait défini, alors ça c'est l'objet du manifeste, qu'on ait défini quand même un cadre commun. Mais après, effectivement, il faut jongler. Et ces cercles de discussion sont un excellent apprentissage pour changer de mode et écouter les différents modes. Ninon, 2 dernières photos. Alors, celle-là, je l'ai choisie parce que dans les 557 photos reçues de la Grande Remontée, il y en avait 2 qui étaient des photos d'eau. Et en fait, on a beaucoup parlé, on en parle dans le manifeste parce que c'est un axe un peu fort du Parlement de Loire des non-humains, alors j'arrive jamais à le dire, des anthropos, vous avez compris quoi. Des anthropocentrés. Des anthropocentrés, voilà. Et on parlait des suites, et cette photo, pour moi, elle illustre un peu les suites. C'est que on en a beaucoup parlé, et c'est peut-être un chantier qu'il faut peut-être qu'on ouvre plus. C'est-à-dire, voilà, les petits poissons. Enfin, Clément le rappelait il y a pas longtemps, mais on a beaucoup parlé. Mais au final, depuis 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour les petits poissons, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un des enjeux à venir. C'est se dire que voilà, on est aussi là en fait pour se mettre à la place des non-humains, et que ce chantier-là, il faut peut-être qu'on s'y attelle. Alors il y en a quelques-uns qui le font, comme Pascal Ferren, voilà, qui a un laboratoire, le Lichen, qui justement essaie de se s'outiller aussi, de se donner les moyens de rentrer dans la peau du castor et de négocier le milieu avec le castor. Mais voilà, ça me paraissait important. Mathieu Bonnefond, je vous ai parlé tout à l'heure de le fait d'aller toucher les habitants du bassin versant. Quand je parlais des habitants, c'était les humains et les non-humains. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi dans la zone Atelier Loire et dans le travail que vous menez ? Alors indirectement oui, puisque quand on produit de la connaissance, aujourd'hui on essaie de la produire sur le même plan, entre la connaissance sur les sociétés ou la connaissance sur les écosystèmes. Donc c'est notre façon de mettre sur le même plan à la fois les hommes et les humains et les non-humains. Les autres humains. Voilà, les autres humains. Après nous, on n'est pas forcément sur ce vocabulaire-là. On le mobilise en sciences politiques, en anthropologie, bien évidemment. Le fameux gouvernement des non-humains, c'est des choses qu'on mobilise, mais finalement, on n'a pas encore engagé de réflexion propre là-dessus. On est plutôt dans la compréhension des phénomènes, des processus, dans leurs différentes dimensions, d'y voir plus clair, j'allais dire, et puis de plus en plus aussi de se poser la question vis-à-vis du changement climatique. Parce que ça, on en parle très peu, finalement. On en parle beaucoup et à la fois très peu. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup sur le plan politique, en termes de communication, mais quand on cherche à avoir des résultats tangibles sur les effets du changement climatique, là, c'est plus complexe. Et là, j'allais dire, il y a une espèce de solidarité entre humains et non-humains face à ce phénomène majeur. Et je pense qu'on rejoint un peu cette dimension-là dans, finalement, notre utilité sociale, qui est d'apporter des connaissances, de les mettre en discussion, puisque faut bien comprendre que ce qu'on produit aujourd'hui, c'est finalement un savoir qui va être remis en cause plus tard.
Mais en tout cas, l'idée, c'est de cultiver finalement le doute, mais quelque part, d'asseoir de plus en plus la connaissance quand même dans un cadre stable pour pouvoir proposer aussi des solutions qui soient bénéfiques pour les humains et les non-humains. En tout cas, ce n'est pas forcément à nous de le faire, de proposer des solutions, mais être acteur de ça dans un collectif plus large. Voilà. Mais nous, on est plus acteurs humains, mais qui représentent partiellement les non-humains. Dernière photo, qui sera la photo pour conclure. Ninon. Eh ben, c'est une photo de conclusion qui représente le début de la grande remontée. Voilà, c'est Saint-Jean-de-Boiseau. Donc là, c'est pas les pieds dans le sable, mais c'est les pieds dans l'eau, vu qu'il y avait la marée. Et en fait, c'est une photo que j'ai retenue parce que, en fait, ça représente un petit peu aussi ça. C'est-à-dire que j'en parlais en introduction, mais pour moi, il y avait vraiment dans cette idée de grande remontée qui était hyper importante de tenir en fait Nantes, Orléans. Et tout ce Val-de-Loire un peu dans la même énergie, dans la même unité, dans cette remontée. Parce que voilà, le destin commun, il se réduit pas en fait à ce qu'on peut faire à Tours, aux expérimentations que le collectif Parlement de Loire qui est né à Tours en fait essaie de faire fructifier. Mais c'était vraiment de se dire Nantes-Orléans, destin commun, on est ensemble. Et ça, c'est Saint-Jean-de-Boiseau, ça aurait pu être le Puy-en-Velay. Tout par à exemple fait. aussi. Ouais. Mais justement, c'est pour ouvrir, c'est que le chantier, c'est certes de parler aux non-humains, mais c'est aussi d'élargir au bassin versant. Vous en parliez tout à l'heure, mais des initiatives comme l'appel à la Vienne ou sur l'Allier, il y a quand même énormément de dispositifs, de démarches, d'envie, d'initiatives, en fait, qui s'inspirent, qui rejoignent un petit peu cette envie de faire commun un peu différemment. Donc c'est une petite lumière au bout du tunnel. Donc, voilà. Bruno, en quoi elle peut permettre de se projeter, cette image ? Je ne vais pas redire ce qu'a dit Ninon, mais il y a un phénomène qui est intéressant sur l'image, c'est l'intergénérationnel, c'est l'aspect où on a à la fois des anciens qui incarnent une pratique de la voile traditionnelle et toute la nouvelle génération qui est présente les pieds dans l'eau, très engagée. On est au point de départ, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier jour, c'est même avant le début de la grande remontée. Donc là, tout le monde est extrêmement motivé et on découvre, c'est pour ça qu'on a les pieds dans l'eau, que la Loire à cet endroit-là, elle monte beaucoup plus que ce qui était prévu, ce qu'on était censé être au sec. Donc ça rejoint aussi des questions de changement climatique. Qu'est-ce qui va se passer sur ces territoires-là qui sont extrêmement fragiles, qui sont finalement pas si résilients que ça. Enfin, en tout cas, on va jauger de leur résilience. Donc il y a cette dimension qui est un peu anxiogène. Et en même temps, il y a cette espèce de collectif intergénérationnel, hyper motivé, très concerné, qui s'engage, qui ne sait pas où il va. Personne ne savait au moment où on montait sur les bateaux à Saint-Jean-de-Boiseau si un jour un bateau atteindrait Orléans. Donc il y avait une petite inconnue quand même sur le sujet. Et tout ça s'est fait quand même. Donc c'est forcément... en tout cas, c'est une image de conclusion qui ouvre quand même pas mal de perspectives enthousiasmantes.